Alors en commençant tout de suite un ouvrage que vous connaissez sans doute, puisque le colloque a eu lieu dans le cadre du diocèse, sous l'impulsion de Monseigneur Rey, sur la théorie du gender vers une nouvelle identité sexuelle, où vous trouverez pas mal d'éléments déjà sur la notion de gender. Un autre ouvrage, un ouvrage de Madame Peters aux éditions MAM 2013 sur le gender. C'est un ouvrage qui est très complet. C'est une dame qui est spécialisée dans la question, qui a couvert au moins 300 conférences à l'ONU et qui s'est décrypté cette construction nouvelle qui consiste tout simplement à séparer la créature de son créateur, à nier l'existence d'un créateur, à nier un ordre naturel des choses. Parce qu'au bout du compte, derrière le gender, et au-delà de toutes ces questions sexuelles, c'est la maîtrise de la vie. Derrière la vie, c'est la question de Dieu et c'est la question d'une société chrétienne. Et c'est ce qu'attaquent ceux qui veulent proposer une construction nouvelle, sous couvert de laïcité, etc. Alors, s'agissant du droit, au départ, le gender est apparu comme une égalité des droits. Égalité des droits entre les personnes de sexe différents. C'était le féminisme classique. Et nous avons laissé faire. Nous avons laissé faire parce que ce n'était pas entre personnes de même sexe, ça ne nous choquait pas trop. On était dans une ambiance générale de libéralisme, il y a des microbes un peu partout, on les attrape tous. Bon, après tout, pourquoi les femmes n'auraient pas les mêmes droits que les hommes? Ça a commencé au sein de la famille. Parce que le gender, comme il a été dit, s'attaque à quoi? S'attaque à la famille et au réseau d'éducation. Alors là, c'est de front maintenant. Mais ça a commencé il y a longtemps. C'est tout simplement l'autorité parentale. On a déjà tué le père. On a tué le père, on a tué le mari. On lui a tué la puissance maritale et la puissance paternelle, en faisant passer ça comme une évolution positive. C'est-à-dire qu'on a institué dans la famille avec un homme et une femme la démocratie. Sauf que dans une démocratie où il y a deux personnes, comment on fait pour départager en cas de désaccord? Et par conséquent, qui départage? L'État. L'État prend déjà la place dans la famille, dans les couples de sexes différents, et nous sommes il y a plus de 20 ans en arrière. Tout ça, c'est dans les années 70-80. C'est l'État comment? Par le juge aux affaires familiales. Auparavant, quand il y avait un conflit dans la famille, qu'est-ce qui se passait? Le mari, le père tranchait, et en cas d'abus, la femme pouvait exercer un recours pour faire constater l'abus par le chef de famille. Mais il y avait une famille structurée et c'était la famille qui décidait des solutions. Vous voyez? Donc déjà, on a laissé du terrain. Ensuite, cette égalité des droits par l'autorité parentale, les mêmes droits femmes ou hommes, ça a été la négation des sexes. Négation des sexes, c'est-à-dire que dans le droit, on parle des époux, des parents, on parle rarement du père, de la mère, du mari, de la femme. Donc, disparition des sexes qui a abouti tout récemment, vous le savez, je pense que beaucoup sont partis à Paris il n'y a pas longtemps, qui a abouti à la loi du 17 mai 2013 reconnaissant le mariage entre personnes de même sexe. Je ne vais pas reprendre cette loi, ce n'est pas l'objet. Mais dans cette loi, il y a deux dispositions que je souhaite souligner. La première, c'est l'article 75 du Code civil. On a modifié l'article 75 du Code civil qui disait le mariage est célébré publiquement et on a rajouté par une cérémonie républicaine. Le mariage est célébré publiquement par une cérémonie républicaine. Pourquoi? Parce que c'est une loi idéologique et on a voulu confirmer l'idée qui a été entérinée par une décision du Conseil constitutionnel selon laquelle l'altérité sexuelle dans le mariage n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République et donc protégé au titre de la norme la plus haute en France, à savoir, dans l'ordre juridique interne, la Constitution. Deuxième texte très embêtant dans cette loi, j'ai envie de dire, je crois que je l'ai écrit dans un newsletter savoureux, texte savoureux, enfin, qui ferait plutôt pleurer, dans le titre préliminaire du Code civil. Dans le titre préliminaire du Code civil, vous avez tous les grands principes qui permettent de comprendre le droit civil, c'est-à-dire essentiellement soit le droit des contrats, des biens, etc., ou l'état des personnes et le droit de la famille. Dans ce titre préliminaire, on avait un article 6, les conventions ne doivent pas porter atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Il y est toujours ce texte. On l'a vidé, hein. Ça ne veut plus rien dire, les bonnes mœurs n'existent plus. Mais enfin, on a toujours cet article 6. Et la loi du 17 mai 2013 a créé un article 6-1 dans ce titre préliminaire. Et après le respect des bonnes mœurs et de l'ordre public, on nous dit
Le mariage et l'adoption entre personnes de même sexe ou de sexe différent produit des droits et des devoirs identiques, égaux. Sauf le titre 7 du livre 1 du Code civil. Pourquoi ? Parce que c'est la filiation biologique. Mais après ce que nous disait Pierre-Olivier, on pourra bientôt appliquer la filiation biologique si on a recours aux cellules souches. Je ne connaissais pas cette innovation médicale, enfin pas médicale, scientifique. Voilà, donc l'article 6-1 nous dit qu'il y a les mêmes droits, mariage, adoption, personnes de même sexe, personnes de sexe différent, c'est acté. Le droit reconnaît le gender de façon complète. Alors les conséquences en droit de la famille, j'ai envie de vous dire, parce que moi j'interviens ici pas vraiment pour vous parler de droit, mais pour parler du droit et des familles. Les conséquences, c'est que chacun d'entre nous, on doit réagir. On doit réagir déjà là où nous sommes, dans notre milieu, à la maison, à l'école, dans la paroisse, dans la rue. Oh, moi, les homosexuels, après tout, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas grave, les pauvres. Moi, je les aime bien, pas les pauvres. C'est pas le problème. C'est pas le problème. Il faut aimer tout le monde, on est d'accord. On est d'accord, il faut aimer tout le monde. Pas les actes pécamineux qui sont posés, mais l'amour d'autrui, oui. Mais il faut savoir dire, non, l'homosexualité, je suis contre. Je suis contre le mariage des homosexuels, indépendamment de la question des enfants. Même s'ils n'avaient pas d'enfants, je serais contre le mariage des homosexuels, parce que l'homosexualité est un acte désordonné. Ça ne veut pas dire que je rejette la personne, parce que la personne est digne en tant que telle. Je ne rejette pas la personne qui n'est pas homosexuelle, parce qu'il n'y a pas de personnes homosexuelles ou hétérosexuelles, c'est une orientation, n'importe quoi de dire ça. Il y a des personnes avec des tendances, bon. Il peut y avoir une tendance homosexuelle, je ne la rejette pas. Condition, bien sûr, qu'elle lutte, qu'elle ait conscience de sa souffrance et qu'elle lutte. Mais si j'ai des amis qui vivent en couple, homosexuels, établis, etc., je ne dois pas leur donner leur bénédiction sous prétexte d'accueil charitable. Non, il faut dire l'homosexualité est quelque chose de contraire à l'ordre des choses. Et ça, il faut qu'on le dise autour de nous. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes généreuses, au grand cœur, ayant souvent la foi, me dire « Mais Mélina, les pauvres, le problème n'est pas là. L'homosexualité est quelque chose contre laquelle on doit s'opposer. L'acte est désordonné. Après, on doit être charitable dans la vérité. » Alors le problème, c'est que vous allez bientôt plus pouvoir le dire, et moi non plus. Je participe à un ouvrage qui va sortir en juillet chez un grand éditeur juridique, LexisNexis, où j'écris ça. Je pense que bientôt, nous ne pourrons plus dire, au vu de cet article 6-1 du Code civil, que l'homosexualité est un acte désordonné. Parce que derrière l'homosexualité est un acte désordonné, nous aurons « vous êtes, madame, homophobe ». Et l'homophobie est sanctionnée. Or, qu'est-ce que l'homophobie ? L'homophobie, c'est de dire des mots de violence, de rejet, d'incitation à la haine vis-à-vis des personnes qui ont des tendances homosexuelles. Ce n'est pas de dire qu'un acte homosexuel est un acte désordonné. Mais bientôt, le fait de s'opposer à l'homosexualité, ce sera être homophobe. Et la HALDE, vous avez cité la HALDE tout à l'heure, je pense qu'il se présente des années qui vont être sombres. Et c'est pour ça qu'il faut que tous on réagisse là où on est. Alors, je crois que tout à l'heure, on va nous donner une vision positive des choses. En tout cas, moi, je suis très pessimiste sur le droit et sur la liberté d'expression. L'éditeur dont je vous ai parlé m'a téléphoné. J'ai fait appel à 7 professeurs plus connus les uns que les autres en France. J'ai pris des grands noms qui n'avaient pas peur de se mouiller. Et l'éditeur m'a dit, écoutez, on voulait le publier dans la collection Actualité, on ne va pas le faire. Parce que vous comprenez, c'est trop critique. Mais comme il y a des grands noms, c'est ce qu'ils ont dit, SIC, comme il y a des grands noms, on ne peut pas le mettre à la poubelle, donc on va vous le publier hors collection. Voilà. Là, on va quand même nous publier parce que derrière, il y a la notoriété des gens qui ont écrit. Mais bientôt, on ne pourra plus publier. Il y a véritablement on est en train de vivre une forme de communisme à l'envers chez nous, où on ne va plus pouvoir s'exprimer. Alors,
Pour revenir au sujet qui m'a été donné, en droit de l'éducation. Eh bien, en droit de l'éducation, il nous a été dit que le gender, c'est 1h30. Simplement, doivent s'ajouter des cours d'éducation sexuelle. Ces cours d'éducation sexuelle, vous avez un code de l'éducation, et ces cours d'éducation sexuelle, ils ont été imposés par une loi du 4 juillet 2001. Vous voyez, il y a longtemps. C'est l'article L312- je ne sais plus combien du code de l'éducation, qui dit qu'il doit y avoir 3 cours d'éducation sexuelle par an, dès le primaire. Et ces cours d'éducation sexuelle peuvent être faits par les enseignants, mais par des associations. Des associations qui ont reçu l'agrément. Tout à l'heure, madame a cité SOS Homophobie qui vient SOS Homophobie qui vient faire un cours contre les discriminations 1 fois par an. Il faut remercier, je crois que c'est les AFC, Confédération nationale des associations familiales catholiques, notamment, il y avait d'autres associations qui ont saisi le tribunal administratif de Paris pour dénoncer l'agrément fait par l'éducation nationale à cette association SOS Homophobie. L'agrément lui a été retiré par une décision du tribunal administratif du 23 novembre 2012. Elle peut quand même y aller si l'école est d'accord, malheureusement. Mais on lui a quand même retiré l'agrément. Pourquoi? Parce que sous prétexte de lutter contre l'homophobie, on disait que toutes les religions, il y avait une atteinte à la neutralité de l'enseignement et à la laïcité, parce qu'on disait que toutes les religions monothéistes, en fait, étaient homophobes l'un dans l'autre. Donc c'est très bien argumenté. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai. Alors par rapport à cette éducation sexuelle, il y a une circulaire qui a été adoptée. L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Cette circulaire qui applique la loi du 4 juillet 2001, cette loi du 4 juillet 2001, elle a prévu cette éducation sexuelle, vous savez sur quoi elle portait? Elle portait sur l'augmentation du délai d'avortement, d'interruption volontaire de grossesse et la stérilisation possible pour les hommes ou pour les femmes de façon définitive. Ce n'était pas autorisé avant. Et cette circulaire, elle date du 24 février 2013. Et elle indique ce qu'on va faire dans nos collèges, dans nos écoles primaires, etc. Et ça va être mis en place. Alors, que faire? Ben, peut-être relire cet excellent texte du Conseil pontifical pour la famille, qui fait une 40aine de pages, qui nous sera très utile en tant que famille, parce qu'en tant que famille, on doit réagir, on doit donc se former. Il faut absolument que nous nous formions. Nous devons nous former. On ne peut pas se contenter de ce qu'on sait comme ça. On doit relire le catéchisme de l'Église catholique qui porte des choses élémentaires au regard de ces sujets. On doit les connaître, on doit les méditer, on doit les travailler, on doit aller voir les textes. On les a tous en libre accès sur le site du Vatican. Ça, vous le trouverez facilement sur le site du Vatican. Ça s'appelle « Vérité et signification de la sexualité humaine ». C'est un texte du 8 décembre 1995. Des orientations pour l'éducation en famille. Et à l'intérieur, vous avez des grandes considérations sur ce qui est beau dans la sexualité, ce don des personnes, cette sexualité qui est quelque chose de magnifique, qui doit être épanouie, qui est épanouissante et qui est formidable. Et les catholiques ont une vision positive de la sexualité. La sexualité, c'est pas tabou, c'est pas laid, c'est pas triste. La sexualité, c'est beau si derrière il y a un don des personnes. Ce don des personnes qui s'ouvre à la procréation. Trop de catholiques aussi disent, et les autres aussi malheureusement, oh, la contraception, c'est mieux qu'un avortement. Non. Contraception naturelle, en demandant conseil, il y a suffisamment de prêtres, un père spirituel, etc. Mais contraception naturelle, pas contraception comme elle existe aujourd'hui. D'accord? Et qui est tellement validée par beaucoup d'entre nous. Alors, dans ce Vérité et signification de la sexualité humaine, vous verrez des conseils très pratiques pour l'éducation sexuelle des enfants en fonction de l'âge. Et il est dit que c'est un droit des parents d'éduquer les enfants au regard de l'éducation sexuelle. Et il est dit, jusqu'à l'âge de la puberté, c'est le temps de l'innocence. Jusqu'à l'âge de la puberté, c'est le temps de l'innocence. Ne donnez pas d'informations à vos enfants. Si vous avez fait attention à vos enfants, si vous les avez préservés des choses télévisées, tordues, etc., parce qu'on est abreuvé par des choses licencieuses, obscènes, etc.,
Vos enfants sont toujours dans le temps de l'innocence. Et s'ils vous posent des questions, il faut leur répondre avec beaucoup de pudeur, beaucoup de délicatesse, pas de façon informative. Y compris après la puberté, l'information doit se faire discrète, chaste, expliquer la chasteté. Vous avez le mode d'emploi dans ce texte, de façon très précise. Donc que devons-nous faire? Nous devons nous opposer. Nous devons nous opposer à l'éducation sexuelle de nos enfants dans ces écoles. J'ai entendu parler des écoles privées, publiques. Pardon. C'est aussi les écoles privées. Pas toutes, donc vous veillerez aux écoles où vous mettrez vos enfants. Mais c'est aussi des écoles privées sous contrat. Pourquoi? Parce que vous avez un article du Code de l'éducation, je n'ai pas tout imprimé. L'article R442-41. L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat d'association, ce que sont nos établissements privés, parce qu'on a du mal à vivre, est apprécié par les autorités académiques, par l'État, qui prennent l'avis du chef d'établissement. Or, on doit respecter les arrêtés et les décrets pris par le ministre en ce domaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra faire des cours d'éducation sexuelle. Mais ça peut être une chance pour le sous-contrat. Un sous-contrat où on a bien recruté, ça peut être une chance de faire des cours d'éducation sexuelle qui soient des cours d'éducation à la chasteté, tout simplement. Mais ça suppose de bien vérifier les établissements où on met nos enfants. Le danger aujourd'hui, c'est la substitution de l'État aux parents. Alors c'est pas seulement, ça date pas d'aujourd'hui. Dans le Code de la santé publique, dans les établissements scolaires, les infirmières peuvent donner la pilule du lendemain, peuvent donner la pilule avant le rapport sexuel à des enfants sans que vous le sachiez, sans que je le sache. Il suffit d'aller voir l'infirmière et de demander les contraceptifs. Même chose pour l'avortement. Tout ça, c'est dans le Code de la santé publique. Et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous y opposer. Donc pour nous, ça consistera à bien former nos enfants, à être proches d'eux, à être leurs amis, à leur parler, à avoir leur confidence. Mais on n'a pas de moyen juridique de s'opposer à ça. Quel est le moyen? Alors tout à l'heure, un des moyens de s'opposer à l'éducation sexuelle. Tout à l'heure, il a été dit, nous avons le droit d'avoir un enseignement par rapport à nos convictions religieuses. Effectivement, vous avez, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas que du mauvais non plus, le protocole numéro 1, à l'article 2, dit la chose suivante: l'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. À ceci près que j'ai étudié la jurisprudence, lorsque l'éducation sexuelle est une éducation ouverte et pluraliste, il n'y a pas de droit des parents de s'y opposer. Lorsqu'il existe dans l'État en cause des établissements privés, si vous avez mis vos enfants dans des établissements publics, tant pis pour vous. Est-ce que vous pouvez obtenir des dispenses? Oui, vous devriez pouvoir obtenir des dispenses, mais ce n'est pas un droit. Et ce n'est pas automatique. Donc sous cet angle-là, le droit des parents est peu reconnu. Et nous avons peu de pouvoir d'action. Quel pouvoir d'action? Les associations. Je crois qu'il faut vraiment s'investir au plan associatif, alors pas partout. On ne peut pas s'investir partout, il faut choisir ces associations, des associations qui soient efficaces pour pouvoir agir. J'ai cité tout à l'heure les associations familiales catholiques avec cette décision contre SOS homophobie. Il y a des associations aussi pour les enfants, pour la jeunesse. Il faut véritablement faire partie des associations. Sinon, s'investir, se former, lire, travailler et se demander soi-même si on n'est pas un peu perverti par la société actuelle. Et je crois, en tout cas je parlerai pour moi je le suis. On est tous pervertis, me semble-t-il, parce qu'on voit la télévision, dans les films, dans les revues, autour de nous. Et donc, il faut qu'on commence une lutte réelle par une formation, un plan de formation, des lectures, demander conseil à des gens compétents pour pouvoir s'opposer. Voilà, je crois que j'ai fait le tour et on va pouvoir donner la parole à l'intervenant suivant.